Pourquoi on parle de gratuité? Parce que ça a une puissance et une portée symbolique extrêmement forte. Quand on parle de gratuité, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paiement pour obtenir ce que l'on souhaite. Et ça donne pas c'est pas exactement, ça ne donne pas une définition très exacte de ce qu'on porte là-dedans, mais c'est une puissance symbolique importante. En anglais, on parle de free access, d'accès libre. Et on comprend, avec free access, cet espace de liberté et d'accès sans moyen de paiement. Mais le free access, quand on traduit en français, libre accès, ça a moins de portée symbolique. Hein, c'est l'accès libre à tel endroit, c'est la fibre où on peut passer. Ça n'a pas la même puissance que la gratuité des transports qui permet de comprendre immédiatement ce qu'on porte. Et donc, quand on parle de gratuité, on parle de gratuité d'accès. Parce qu'à chaque fois qu'on a ce débat sur la gratuité des transports, tout le monde nous dit oui, mais il n'y a rien de gratuit, rien n'est gratuit. Donc, quand on parle de gratuité des transports, on parle de la même gratuité que vous avez quand vous empruntez un trottoir. On parle de la même gratuité que vous avez quand vous empruntez une route, à part les autoroutes, mais sinon, quand vous empruntez une route, vous n'avez pas de ticket à l'entrée de la route. On parle de la même gratuité qui fait que quand vous allez sortir, ça va être éclairé. Vous n'avez pas un ticket à chaque lampadaire. Donc on parle de gratuité d'accès, sans moyen de paiement. Et donc c'est une gratuité socialement construite qu'on porte. Et donc là-dedans, dans cette gratuité socialement construite, vous avez deux types de gratuité. Vous avez une gratuité d'accompagnement qui vise à compenser les inégalités de richesse, les inégalités de répartition de richesse. C'est par exemple une tarification solidaire. Et puis vous avez une gratuité d'émancipation qui vise à libérer de la loi de l'argent. Et c'est cette gratuité-là qu'on porte. Et la gratuité d'accompagnement, elle peut soit s'opposer à la gratuité d'émancipation, soit la précéder. Dans l'exemple de la tarification sociale, vous pouvez avoir une tarification sociale avec une part de gratuité, et puis on peut considérer soit que c'est un premier pas vers la gratuité d'émancipation, soit il n'y a pas besoin de faire de gratuité d'émancipation, puisqu'on a une gratuité d'accompagnement, on a une tarification sociale. Nous pensons qu'il faut aller vers la gratuité d'émancipation et pas en rester à la tarification sociale. Pardon. Parce que, et c'est pour ça qu'on a intitulé notre campagne Liberté, Égalité, Gratuité, parce que la gratuité des transports, elle crée un espace libéré des rapports marchands. Le droit au transport est inscrit dans la loi. C'est la loi Lotti des années 80, j'oublie la date, 83, voilà, ça me semblait bien, 83. Donc le droit au transport, il est inscrit dans la loi. Mais il est limité par le coût financier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens financiers de vous acheter un moyen de locomotion ou de l'utiliser, une voiture, un vélo, les transports en commun, votre droit au transport, il est limité par rapport aux autres. Et donc, la gratuité, elle permet de rendre effectif le droit au transport. Vous avez le droit et l'effectivité du droit. Le droit et sa réalisation. Et donc, vous avez un vrai droit au transport qui passe avec la gratuité. La gratuité des transports, c'est aussi un nouveau droit à la ville. Parce que d'un seul coup, la ville, elle devient accessible pour toutes et tous. Avec un réseau de transport efficace et gratuit, vous pouvez aller n'importe où en ville. Et ça crée une autre chose, c'est-à-dire que la gratuité de transport, ça a un effet, le maire de Dunkerque dit c'est une politique globale, mais parce que ça a des effets sur plein de choses. La gratuité des transports, ça permet de la mixité sociale. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ça règle tout, hein, parce qu'on est dans une société où il y a des tensions, c'est difficile, mais on arrive à recréer un espace où il y a de la mixité sociale, où celui qui prend le transport, il a égalité avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le transport, si vous êtes à la tarification sociale, il y a celui qui paye l'impôt, puis il y a celui qui ne paye pas, il y a même celui qui fraude de temps en temps, parce que lui, il n'a pas suffisamment d'argent, ou qu'il essaie de faire des économies. Et donc, vous avez plus cet espace d'égalité. Et donc, vous recréez de la mixité sociale, M. Deren en parlera, mais un des éléments, moi, qui m'avait frappé dans l'expérience de Dunkerque, c'est qu'il y avait des gens qui avaient très largement les moyens de se payer l'abonnement au transport, qui ne le faisaient pas,
et qui d'un seul coup, parce que c'était devenu gratuit, prenaient les transports. Parce que on transforme le transport public en espace public. On est à égalité les uns avec les autres. On est comme sur une place publique. Et donc, d'un seul coup, eh ben, on est à égalité avec nos concitoyens. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de rapport marchand entre nous, il y a un rapport d'égalité citoyenne. Et donc, des gens, avec la simplicité qu'apporte la gratuité des transports, des gens plutôt aisés, devenaient usagers des transports. Et à l'inverse, des gens qui auraient pu avoir droit à la tarification sociale, prenez les transports plus facilement parce que la tarification sociale, quand vous êtes dans les plus bas revenus, y a une, comment dire, vous avez une difficulté à prévoir vos transports sur le mois. Et donc, vous ne faites pas la démarche forcément d'aller à l'abonnement, aller chercher un abonnement qui est l'abonnement évidemment le moins onéreux. Et donc, quand vous avez besoin de vous déplacer, vous prenez tout de suite un ticket. Et quand vous en avez pris 2 ou 3 dans le mois, vous avez dépassé la tarification la plus favorable et vous êtes déjà au-dessus. Donc, la gratuité des transports, ça crée de la mixité sociale et ça donne un nouveau droit à la ville. C'est évidemment du pouvoir d'achat rendu aux usagers. Du pouvoir d'achat, aujourd'hui, la gratuité des transports, la part que payent les usagers, c'est 15 millions d'euros. J'en reviendrai sur tous ces chiffres tout à l'heure, mais c'est 15 millions d'euros. Ça veut dire que quand les 15 millions d'euros ils ne passent plus dans le financement des transports en commun, ils passent ailleurs. Et c'est pas très difficile de comprendre que quand vous payez un abonnement 450 euros, quand vous ne le payez plus, c'est 450 euros. Je ne pense pas qu'on va aller les jouer en bourse, mais ça va plutôt permettre d'améliorer le quotidien et de se faire un peu plaisir ou de faire en sorte que les fins de mois soient un peu moins difficiles. Donc, on réinjecte de l'argent dans l'économie locale et on permet un développement économique. Et puis, ça permet une attractivité du centre-ville. Parce que d'un seul coup, l'accès au centre-ville est beaucoup plus facile. Alors, vous avez le centre-ville, vous pouvez y aller en voiture, mais il faut payer son stationnement. Et donc, ça devient tout de suite assez onéreux. Et bien, avec la gratuité des transports, d'un seul coup, on peut y aller en famille. Ça ne coûte rien. On peut y rester le temps qu'on veut. On repart, ça ne coûte rien. Et du coup, on peut profiter de la ville et du centre-ville. Puis imaginez que Clermont-Ferrand, enfin la métropole clermontoise décide de rendre ses transports gratuits. D'abord, on détruirait Dunkerque. Voilà. Parce que Dunkerque est aujourd'hui la plus grande ville européenne à avoir mis son réseau de transport gratuit pour tout le monde. Il y a une autre ville européenne qui s'appelle Tallinn. Allô. Une autre ville européenne qui s'appelle Tallinn qui a fait ça, mais ce n'est que pour les résidents. Ce n'est que pour les résidents. Alors qu'à Dunkerque, vous y allez, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont allés à Dunkerque, et donc ils peuvent emprunter le transport gratuit. Et donc si Clermont faisait ça, elle deviendrait la plus grande métropole européenne à avoir son réseau gratuit. Imaginez l'attractivité du territoire que ça produit. Je sais qu'à Dunkerque, il y a les télévisions du monde entier qui sont venues témoigner de ce qui s'y passe. Évidemment que ça produirait la même chose, mais je prends juste un exemple. Tous les ans, l'UNEF, le syndicat étudiant, fait un baromètre des villes les plus chères et les moins chères pour les étudiants. Et dans le budget étudiant, il y a évidemment le budget logement, puis il y a le budget transport, quoi. Et même si nous avons un tarif préférentiel pour les étudiants, imaginez que le transport soit gratuit, le pouvoir d'achat que ça procure aux étudiants, et quand vous avez le choix entre 2 vies pour faire vos études, évidemment que vous avez tendance à préférer celle où vous allez gagner un peu plus de sous. Donc la gratuité des transports, c'est aussi une capacité d'attraction du territoire au moment où les territoires sont en compétition. Et nous, on est plutôt sur la distinction, et la distinction, ça passe par ce genre de choses. La gratuité des transports, c'est aussi, alors ça, je le dis plutôt pour les gens de droite, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, parce qu'ils sont souvent interpellés par cette question. La gratuité des transports, ça rentabilise l'argent public. Ça rentabilise l'argent public. C'est-à-dire que pour 1 euro investi dans le transport gratuit, vous transportez plus de monde que pour 1 euro investi dans le transport payant. Parce que quand vous avez le transport gratuit, je vais y venir ensuite,
il y a une fréquentation bien plus importante, et donc vous rentabilisez l'investissement de dépenses publiques que vous faites. Et dans ce moment où on dit qu'il faut faire attention à la dépense publique, etc., c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a une mesure qui permet de rentabiliser cet argent et de produire des effets bien plus importants quand le transport est gratuit que quand il est payant. C'est évidemment une mesure environnementale. Aujourd'hui, le transport est responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre, dont 90% imputables au trafic routier. Le coût de la pollution, c'est 100 milliards d'euros. C'est 48 000 décès par an. Alors, tout n'est pas imputable, évidemment, au transport, mais il y en a quand même une bonne part. Et donc, quand vous faites la gratuité des transports, ce qui semble assez évident, c'est que vous avez des gens qui abandonnent leur voiture pour venir au transport en commun. Vous avez un report modal, de mode de transport de la voiture au transport en commun. En Aubagne, la fréquentation a augmenté de 170% en 4 ans. 170%. Et ils ont constaté une baisse de 10% du trafic routier. À Châteauroux, la fréquentation a triplé en 15 ans. Et c'est intéressant parce que Aubagne, c'est une présidente d'intercommunalité communiste qui l'a mis en place en 2009, et à Châteauroux, c'est un maire républicain, enfin les républicains à l'époque c'était le RPR. Comme quoi, il n'y a pas que des oppositions partisanes là-dedans, hein, que des fois on arrive à se retrouver sur ce genre de mesures. Et sur ces deux exemples, mais on aura certainement d'autres chiffres de l'INCAP, sur ces deux exemples, on voit bien que la fréquentation en hausse, elle permet aux gens de lâcher leur voiture et de prendre les transports en commun. Il y a une redécouverte, grâce à la gratuité des transports, du transport en commun. Et donc, puisqu'on a moins de circulation, puisqu'on a moins de voitures, on a moins de pollution. Mais puisqu'on a moins de voitures, on a une circulation plus fluide, et donc on a aussi moins de pollution. Il y a un double effet qui se coule sur la baisse de la pollution. Les embouteillages, c'est 17 milliards d'euros par an. 17 milliards d'euros. Donc quand on ramène ces chiffres à ce que coûte la gratuité des transports et au contexte général dans lequel nous sommes, il y a peut-être des réflexions à avoir. Et donc on arrive à faire diminuer une partie de la pollution de l'air et une partie de la pollution sonore aussi. Tout ça pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de vie, la qualité de la ville et de notre vie à tous en ville. Et juste un point là-dessus, c'est que nous sommes quand même dans un moment de dérèglement climatique extrêmement important. Les prévisions, c'est que si nous n'arrivons pas à inverser la courbe du dérèglement climatique, du réchauffement climatique d'ici 2020, nous allons au-devant de très graves problèmes. Et donc ça, c'est une responsabilité internationale, évidemment, européenne, nationale, mais c'est aussi une responsabilité dans nos territoires. C'est-à-dire que là où on peut faire, il faut essayer de faire. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire des demi-mesures aujourd'hui. On ne peut pas dire, ah, ça serait bien de vous passer un peu de la voiture, faites autrement. Ou alors, ah, tiens, on va augmenter la taxe sur l'essence, comme ça vous la prendrez moins, votre voiture. Enfin, on peut moins prendre sa voiture, mais quand on a besoin de se déplacer, il faut d'autres modes de transport. Il faut donc développer les transports alternatifs, que ce soit dans la ruralité ou dans les villes. Et donc, il y a besoin d'avoir maintenant des mesures qui soient des vraies mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Sinon, c'est la planète, c'est notre planète qui est en danger. Ça permet aussi de voir la ville de façon différente et sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'envisager une transformation urbaine différente. À partir du moment où vous avez un réseau efficace de transport gratuit, vous pouvez décider que la ville elle accueille moins de voitures. Et donc, la place qu'occupe la voiture, elle peut être destinée à d'autres usages. Par exemple, on élargit des trottoirs pour permettre aux gens de mieux circuler à pied. On fait des pistes cyclables, parce que vu qu'on réduit la place de la voiture, on peut développer d'autres modes alternatifs. Et ça contribue à faire en sorte que des gens, puisqu'on crée plus de pistes cyclables et de sécurisation, d'autres gens abandonnent la voiture pour profiter d'autres modes de transport alternatifs. Enfin, et j'insiste là-dessus parce que c'est souvent une des idées reçues sur la question de la gratuité des transports, ça fait baisser les incivilités. Tout le monde pense que, puisque c'est gratuit, ça ne va pas être respecté. Eh bien, c'est faux. Et c'est faux pour deux raisons assez simples. La première, c'est que, puisque vous avez plus de monde dans les transports,
c'est moins facile de faire des conneries. Parce que les mecs qui vont faire des graphes sur des murs, ils ne le font pas en plein après-midi, à jaune, devant tout le monde. Ils le font plutôt la nuit, quand il n'y a personne. Et les conneries dans les transports, c'est pareil. Plus vous avez de monde, plus vous avez un contrôle social important, et moins on est tenté de faire des conneries. Et puis le deuxième élément, c'est que les incivilités à l'intérieur des transports en commun, notamment des bus, majoritairement, c'est en lien avec la prise du ticket ou le contrôle du titre de transport. À partir du moment où vous enlevez ce moment de tension-là, quand vous n'avez pas de ticket, etc., vous enlevez une partie des problèmes que subissent les chauffeurs et les usagers. Alors maintenant, la question du financement, parce que c'est aussi une question récurrente. Le transport il est financé par 3 éléments, principalement. Le versement transport que payent les entreprises et les administrations publiques de plus de 11 salariés, c'est une taxe sur la masse salariale. Ça rapporte environ 65% du financement. Ça apporte environ 65% du financement des transports. Les collectivités territoriales qui payent pour 15%. Et enfin, les usagers, avec votre titre de transport, soit le ticket, soit l'abonnement, c'est 15%. Et donc, quand on parle de gratuité des transports, on parle de trouver 15%. 15% sur 100 millions. Alors moi j'aime bien, c'est des chiffres ronds, j'arrive à peu près à savoir, parce que je suis nul en maths. Donc ça veut dire 15% sur 15 millions, c'est 15 millions d'euros qu'il faut trouver. 15 millions d'euros pour faire en sorte de passer à la gratuité des transports. Évidemment, il faut rajouter de l'argent, puisqu'il y aura plus de fréquentation, il faut développer le transport. Mais d'abord, on est sur un transport qui est aujourd'hui pour les usagers à 85% déjà gratuit. Il reste 15% à trouver. Et donc, la question du financement, c'est que c'est d'abord un choix politique. C'est-à-dire que quand on refait une route, quand on fait un trottoir, on ne se pose pas la question de dire bon alors où c'est qu'on va trouver l'argent, etc. On fait des choix politiques qui conduisent à dire là il y a besoin de refaire le trottoir, là il y a besoin de faire une route, et donc on finance tout ça. La question de la gratuité des transports, ça a quand même à voir avec ça. Car on pense que financer cette politique publique-là, c'est efficace parce que ça a des conséquences sur le social, ça a des conséquences sur l'environnement, ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences sur la transformation urbaine de la ville, et donc on fait ce choix politique-là. Ensuite, on peut augmenter la contribution des collectivités, de la métropole, mais aussi du conseil départemental. Parce que on sait depuis Tchernobyl que les nuages ne s'arrêtent pas bien aux frontières. Et donc quand vous avez de la pollution au sein de la métropole, quand il y a un peu de vent, ça va dans le département. Et donc le conseil départemental pourrait lui aussi participer à cette mesure-là. Sur le financement, il y a aussi l'économie de ce que coûte le transport payant aujourd'hui. Par exemple, on est obligé à la T2C de changer le système de billettique. Ça coûte 8 millions d'euros. La gratuité, ça coûte 15. Le système de billettique, ça coûte déjà 8 millions d'euros. Donc on peut faire des économies là-dessus et sur le contrôle. Et enfin, il y a une responsabilité de l'État là-dedans, sur la nécessité d'aider les collectivités qui décident de passer à la gratuité des transports. Et donc, nous avons travaillé une proposition de loi. Moi, j'étais candidat aux législatives en 2017, j'avais pris l'engagement, j'avais fait un atelier législatif, j'avais pris un engagement, celui d'écrire une proposition de loi sur la gratuité des transports si j'étais élu. Bon, je n'ai pas été élu, mais j'ai tenu mon engagement et nous avons écrit cette proposition de loi avec des camarades ici, et puis Julien Bougerolles qui est l'attaché parlementaire d'André Chassaigne, que j'ai vu arriver là. Et c'est André Chassaigne qui nous a fait le plaisir de déposer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc elle est prête à être discutée, amendée et votée. Et cette proposition de loi, elle permet d'avoir de nouveaux outils de financement à partir du moment où une collectivité a décidé de passer son réseau en gratuit. L'augmentation du versement de transport au-delà de la limite maximale autorisée aujourd'hui, par exemple. J'y reviendrai si vous voulez dans le débat, mais parce que je pense que je suis un peu long. Je suis toujours un peu long sur la gratuité. Je viens maintenant sur la situation clermontoise, et puis après on passera la parole à Xavier Derain et on ensuite le débat. Sur la situation ici à Clermont. D'abord, on a commencé cette bataille en 2013, ça fait maintenant un petit moment. Et on a fait, au niveau de la métropole et de la ville de Clermont, on avait fait des rencontres citoyennes de la mobilité. Je sais que parmi vous, certains ont participé
à cette concertation, qui était une concertation large sur la question des mobilités, mais dans laquelle on avait introduit la question de la gratuité. Et à la fin de ces rencontres citoyennes, on n'était pas capable de trancher en disant les gens sont contre ou les gens y sont favorables. Et donc on a dit qu'il y a des gratuités immédiatement possibles à mettre en place. La gratuité des transports scolaires clermontois, la gratuité des transports scolaires de la métropole pour l'activité piscine, la gratuité lors des pics de pollution. Et puis on a inventé le bus de nuit, le BEN, c'était demandé depuis longtemps par les étudiants. Donc c'est un bus qui fait toute la nuit, qui fonctionne le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je ne sais plus, et qui est complètement gratuit. C'est le seul de France, qui est plein évidemment tous les soirs. On est une ville étudiante, donc ça fonctionne. Et puis on a décidé de la gratuité de l'abonnement de ces vélos, et qui a été une réussite extraordinaire. La gratuité de l'abonnement et la première demi-heure gratuite, ça a fait qu'on est passé de 1000 abonnés à 10 000 en 8 mois. Donc on a multiplié par 10 le nombre d'abonnés en 8 mois, et la courbe des courses a également suivi, c'est-à-dire que c'est pas simplement des abonnements pour dire si j'ai besoin je m'en servir. Non, c'est des abonnements de gens qui s'en servent réellement. Et enfin, on a décidé de travailler une étude sur les conséquences d'un passage à la gratuité totale ou partielle. Et cette étude est en train d'être menée. Elle va rendre ses conclusions au mois d'avril avec des propos. J'ai complètement changé d'avis. Donc ça, je tenais à le dire. Et alors, comment on a fait la gratuité? Pourquoi on l'a faite à Dunkerque? Alors, on l'a faite parce qu'on était dans une situation dans le domaine des transports catastrophique. C'est-à-dire qu'on avait moins de 5% des déplacements qui se font en transport en commun. Alors ça ne dit pas grand-chose, ça veut juste, je vous donne une moyenne des villes équivalentes en France, on est plutôt autour de 7%, et il y a des villes qui atteignent 12%. Donc on était très très bas. En plus d'être bas, on baissait, c'est-à-dire que pour savoir ça, on fait des grandes enquêtes qu'on appelle les enquêtes ménage-déplacement. Et on avait fait ça en 2003, on l'a refait en 2015. En 2003, on était à 6% en transport en commun. En 2015, on était à 3%. Et la voiture, parallèlement, passait de 62 à 66%. Donc on avait 2/3 des déplacements qui se faisaient en voiture, très peu en bus, encore moins en vélo, on était autour de 2%, et on baissait également en vélo. Villes plates, comme les villes néerlandaises ou belges, où le vélo a une part beaucoup plus importante. Et donc, voilà ce qu'était la situation à Dunkerque. Et en plus de ça, on avait dans le bus que des gens qui n'avaient pas le choix. C'est-à-dire 95% des usagers du bus étaient des gens qui n'avaient pas le choix. C'est quoi les gens qui n'ont pas le choix? C'est des gens qui n'ont soit pas le permis, essentiellement les scolaires, et c'est des gens qui n'ont pas de voiture. On a des villes dans notre agglomération, Grande-Sainte par exemple, où un quart des foyers n'ont pas de voiture. Et ce n'est pas par choix écologique, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture. Donc des gens qu'on retrouvait dans le transport, c'était uniquement ces captifs, ces gens qui n'avaient pas le choix. Donc il fallait faire évoluer ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des enjeux écologiques, évidemment, mais il y a aussi des enjeux de coût. La voiture, ça coûte beaucoup plus cher. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, on s'aperçoit, en fait, quand on regarde la situation dans une agglomération, quand on a une tarification solidaire comme on l'avait, que ceux qui payent le plus cher les transports, c'est ceux qui ont le moins de moyens, en fait. Parce que, pour ceux qui ont le moins de moyens, c'est difficile de prendre un abonnement pour soi déjà. Si on ne travaille pas, on n'a pas les 50% de l'employeur qui finance une partie de l'abonnement. C'est très difficile de prendre un abonnement pour soi et pour la famille. Parce que même si on avait des abonnements pour les gens qui ne payaient pas d'impôts à 7 € par mois. Mais si on est 4 dans une famille, il faut prendre des abonnements pour tout le monde. Et il faut sortir cet argent, et c'est souvent très difficile, du coup, les gens ne prennent pas d'abonnement et vont payer le ticket au prix fort. C'est-à-dire même pas le carnet de 10 qui coûtait 10 €, mais le ticket à l'unité qui coûtait 1,40 €, parce qu'on paye au prix par. Donc on s'aperçoit en fait que ceux qui payent le plus, c'est ceux qui ont les moins de moyens. En fait. Donc
Voilà, donc l'idée à Dunkerque, c'était de faire évoluer cette part des déplacements en transport collectif, mais pour cela, il fallait qu'on transforme le réseau. Parce qu'on avait un réseau qui avait 40 ans, qui n'avait pas évolué depuis 40 ans, qui coûtait de plus en plus cher. En 2014, il coûtait 35 millions d'euros à faire fonctionner par an. Alors c'est moins que dans ces tableaux, mais c'est un plus petit réseau. 35 millions d'euros à faire fonctionner. La recette de billetterie, c'était 4,5 millions d'euros, 12%, encore moins qu'ici, ici c'est 15%. À Dunkerque, c'était 12%. Et ce réseau, qui coûtait 35 millions d'euros, il avait pris 10 millions d'euros en 10 ans. Et il fonctionnait de plus en plus mal. C'est-à-dire que si on veut amener dans le transport collectif des gens qui vont travailler, qui vont prendre un train, qui ont des contraintes, et on n'avait aucune chance de les amener parce qu'on était certain de rater son train, d'arriver en retard au boulot, quand on prenait le réseau de transport tel qu'il était à Dunkerque. Donc, deux axes. Un, faire évoluer les réseaux de transport pour le rendre fiable, plus près des gens. On avait un déséquilibre de la desserte dans l'agglomération énorme. Les quartiers les plus en difficulté étaient moins bien desservis que les quartiers les plus aisés. Donc rééquilibrer tout ça, rapprocher le réseau des gens, le rendre plus efficace, faire qu'on aille d'un point de l'agglomération à l'autre en moins de 20 minutes. On mettait parfois, entre par exemple le centre de Grande-Sainte et le centre de Dunkerque, qui est à 5 km, on mettait 35 minutes en bus. Dans l'agglomération dunkerquoise, on a un train express régional grande vitesse qui relie Lille à Dunkerque en 30 minutes. 65 km en 30 minutes, 5 km en 35 minutes. C'était ça l'agglomération dunkerquoise. Et enfin, le dernier élément de l'agglomération dunkerquoise, c'est que c'est une agglomération martyre qui a souffert de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été entièrement reconstruite après la guerre et entièrement construite à l'époque autour de la voiture. Donc c'est une agglomération où on circulait très très bien en voiture. Les 35 minutes en bus entre Grande-Sainte et Dunkerque, c'était 10 minutes en voiture. Donc il fallait qu'on rapproche les temps de parcours en transport en commun, qu'on les rende plus acceptables et qu'on donne envie aux gens de prendre le bus. Donc plusieurs choses, l'image du bus, le bus c'était fait pour ceux qui n'avaient pas le choix, la fiabilité du réseau, l'efficacité du réseau, et puis l'accès gratuit. Et ça a été le choix fort destiné à créer le choc psychologique pour que les gens changent leur pratique. Parce que, dernier élément, à Dunkerque, on est une ville industrielle, et donc dans la tête des gens, la pollution, ce sont les usines, ce n'est pas le transport. Mais le transport, c'est la part. Alors, ce n'est pas une part aussi importante qu'ailleurs en France, parce qu'on a beaucoup d'usines, mais c'est une part non négligeable, et c'est important aussi de toucher à cette part. Juste un dernier chiffre, 25% du centre-ville de Dunkerque est dédié au stationnement de la voiture. Voilà. Quand on a 25% d'un centre-ville dédié au stationnement de la voiture, on ne se permet pas le développement du centre-ville. Dunkerque, c'est 90 000 habitants. La ville, c'est 90 000 habitants. L'agglomération, 200 000. La ville, 90 000 habitants. Dans le centre-ville de Dunkerque, il y a 4 500 habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi faire vivre un centre commerçant que l'on trouve dans toutes les villes. Donc on a un autre enjeu qui était de densifier aussi le centre de Dunkerque et donc de pouvoir reprendre la place qu'occupe la voiture pour construire et pour faire que les gens puissent revenir en centre-ville. Donc voilà tous les éléments. Alors on a construit cette gratuité en 2 temps. Pourquoi en 2 temps? Parce que, comme je l'ai dit, pour améliorer le réseau, il fallait faire d'importants travaux. Et ça prend du temps. Ça nous a pris 2 ans. On vient de les terminer en 2018. On a commencé nos études de concertation en 2014. On a terminé tous nos travaux en 2018. Et en attendant cet achèvement des travaux et cette mise en service du nouveau réseau, eh bien, on a proposé aux habitants la gratuité du week-end, donc le samedi et le dimanche, qui
qui leur permettait en fait de créer une première marche. Et nous, ça nous permettait aussi de voir comment allait fonctionner la gratuité. Donc on a fait cette gratuité du week-end à partir de septembre 2015. Et donc le réseau a été gratuit pendant 3 ans, les samedis et dimanches. On a étendu cette gratuité aux jours de pollution. Et on a mis en place la gratuité totale à partir du 1er septembre 2018. Donc les effets, c'est quoi? Le week-end, quand on a mis en place la gratuité du week-end, c'est plus 70% de fréquentation le dimanche, plus 30% le samedi. Depuis que le réseau est entièrement gratuit tous les jours de la semaine, on est à plus 55% en semaine et plus 120% le week-end. Donc le bond est énorme, mais surtout, ce qui a changé, c'est l'image du bus dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'à Dunkerque, on n'imaginait pas prendre le bus si on avait une voiture ou si on avait le permis. Aujourd'hui, on a complètement changé ça. Et sur 2 types de personnes, en fait. On a fait se déplacer des gens qui ne se déplaçaient plus, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, acheter un ticket à 1,40 € pour une famille de 4, pour l'aller et pour le retour, c'est énorme. Eh bien, ces gens-là ne se déplaçaient plus. Et donc, on avait des gens qui habitaient, par exemple, il y a une ville à Dunkerque qui s'appelle Saint-Paul-sur-Mer, qui n'a plus accès à la mer parce qu'il y a le port. Pour accéder à la mer, il faut qu'elle aille dans un autre quartier de Dunkerque qui s'appelle Malo-les-Bains. Eh bien, des gens qui n'avaient jamais vu la mer dans cette ville. C'était à 3 km. Donc, on a fait se redéplacer des gens qui ne se déplaçaient plus. Et puis, parallèlement, on a fait se déplacer, on a fait que certaines personnes ont fait le choix du bus plutôt que de la voiture. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus facile, plus pratique, pas besoin de se garer, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on prend la voiture, mais c'est facile, c'est au pied de chez soi ou dans son garage, mais quand on arrive à destination, il faut se garer, etc. Donc pour ces gens-là, c'est devenu facile de prendre le bus. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des choses assez extraordinaires. Le directeur de l'usine ArcelorMittal de Dunkerque va au travail en bus. Voilà. Un truc que personne n'aurait pu imaginer avant qu'on fasse la gratuité totale. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus. Alors, on est toujours en croissance, hein, on continue de croître. C'est pas un effet, de mise en service gratuit. Les gens se disent je vais essayer. Je pense qu'on aurait eu cet effet-là si on n'avait pas modernisé le réseau et amélioré le réseau. Mais le fait qu'on ait modernisé et amélioré le réseau fait que les gens n'ont pas seulement essayé, mais ils se sont habitués aujourd'hui à prendre le bus. Alors, je vais juste dire un dernier petit mot concernant les coûts et le financement. Donc, nous, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, on était à 35 millions d'euros avant la gratuité, avec très peu de déplacements qui se faisaient au bus et un usage limité aux gens qui n'avaient pas le choix. On est aujourd'hui à un coût d'exploitation de 45 millions d'euros, parce qu'on a modernisé le réseau, parce qu'on a apporté plus d'offres aux habitants. Pour toutes ces raisons-là, on a atteint un coût de 45 millions d'euros. Mais c'est aujourd'hui un coût maîtrisé, parce que tous les travaux qu'on a faits font que les bus ne perdent plus de temps, il n'y a plus de variation de temps de parcours entre l'heure de pointe et l'heure creuse qu'on pouvait observer avant, ce qui fait qu'on arrive à mieux maîtriser le coût de fonctionnement du réseau. Je veux dire juste un chiffre pour faire fonctionner une ligne de bus qui fait 40 minutes, par exemple. À 10 minutes de fréquence, il faut 10 bus. Si vous rajoutez un bus, ça coûte 10% plus cher. Et quand ça fonctionne mal, il faut rajouter un bus. Et ça coûte 10% plus cher. Donc c'est en maîtrisant ça, et en faisant tout ce qu'on a fait, qu'on arrive à maîtriser les coûts. Donc on a un surcoût de 10 millions d'euros,
On a la perte de recettes billetteries qu'on avait avant, les 4,5 millions d'euros, mais c'est là que le choix politique s'est fait. La communauté urbaine de Dunkerque a décidé d'affecter. Elle n'a pas augmenté les impôts, elle n'a rien augmenté, elle n'a même pas augmenté son versement de transport. Elle a décidé de réaffecter ses moyens. Moi, je ne suis pas le grand sachant, vous n'êtes pas en train de poser des questions. Enfin, on peut se répondre les uns les autres, mais de trois éléments. Sur la première question, je pense que c'est pas Châteauroux, mais Niort. Et effectivement, ça rejoint ce que vient de dire Claude. Niort, quand ils ont mis leur réseau gratuit, c'est l'an dernier, je crois, il y a 2 ans, 2017, ils ont effectivement réduit l'offre. Ils ont considéré qu'il y avait des lignes qui n'étaient pas suffisamment rentables. Alors rentables en termes financiers, mais rentables aussi en termes de passagers. Et donc, c'est, à mon sens, pas un très bon exemple de réseau qui passe à la gratuité. On a Calais, la maire républicaine, enfin les Républicains, qui a annoncé la gratuité des transports en 2020, avec, semble-t-il, une volonté de réduire le réseau. Et ça risque d'être pas forcément une réussite. Le choix, il n'est pas entre un réseau gratuit mais pourri et un réseau efficace et payant. Le choix, c'est un réseau efficace et gratuit. Parce que c'est bien les deux qui font en sorte que ça fonctionne. Si c'est gratuit, mais si vous mettez 2h30 pour aller à un endroit, vous prendrez votre voiture, hein, même si c'est gratuit. Sur les investissements, si on passait à la gratuité totale, combien ça coûterait? Il y a une première estimation qui donnait 5 millions d'euros supplémentaires. Première estimation. Mais c'est bien l'enjeu de l'étude. L'étude qui est en train d'être menée, elle va regarder justement, elle va essayer de projeter sur, avec une hausse de fréquentation de temps, combien il faut investir en plus pour assurer la même qualité de service sur le réseau. C'est bien pour ça qu'on fait l'étude. Parce que sinon on est un peu au doigt mouillé sur ces questions, donc il faut qu'on ait des vrais chiffres. Pour avoir ensuite un vrai débat éclairé sur, il y a 15 millions en moins sur la billettique, et puis il faut rajouter peut-être 5, peut-être 6 millions pour permettre la même qualité de service. Et il faut toujours mettre ça en regard de ce que ça produit. Parce que moi, depuis que moi et mes camarades, depuis qu'on se bat sur la gratuité, on nous a toujours opposé le coup. Oui, mais ça va coûter. Oui, mais ça produit aussi des choses. Et donc c'est toujours avec ce regard-là qu'il faut. On ne dépense pas de l'argent pour rien. Il y a des effets positifs au bout. Sur l'efficacité du réseau. Moi, je pense, et peut-être que je me trompe, mais je pense que l'effet booster de la gratuité, ça peut aussi aider les communes aux alentours. Parce qu'à partir du moment où il y a plus de fréquentation, il y a plus de fréquentation partout. Et donc il faut développer le réseau. Et c'est compliqué de développer le réseau, d'avoir plus de bus, etc. Mais c'est un bon problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux en France aujourd'hui qui se posent la question de comment augmenter de 1% leur fréquentation. C'est ça, la réalité. Parce que la voiture est tellement omniprésente et omnipuissante que on est en train d'essayer de regarder comment on peut augmenter. Donc, la gratuité des transports, ça crée des problèmes parce qu'il y a un afflux de fréquentation. C'est pour ça qu'il faut le préparer sur le long terme à l'exemple de Dunkerque. Puisqu'on avait sur l'ancien réseau 220 conducteurs, 11 contrôleurs et 11 personnes à l'agence de vente des abonnements et des tickets de notre réseau. On a aujourd'hui 250 conducteurs, 0 contrôleur, puisque c'est gratuit, et 3 personnes à l'agence qui ne vendent plus des tickets, mais qui délivrent des cartes d'accès aux abris vélos sécurisés, des cartes permettant d'accéder au vélo en libre-service, etc. Parce que à Dunkerque, le réseau s'occupe de toutes les mobilités, y compris du vélo, etc. Donc on a en fait plus de salariés dans la société qui exploite le réseau maintenant qu'avant. Alors qu'est-ce qu'on a fait des 11 contrôleurs et des 7 et des 8 agents qui étaient à l'agence? Les 11 contrôleurs, une partie
sont devenus des conducteurs, parce que c'était déjà des conducteurs avant. Une autre partie est devenue... on a besoin de plus d'agents de maîtrise pour faire fonctionner le réseau. Donc il y a une partie des agents qui sont partis à la régulation et à la maîtrise. Une partie des agents qui sont partis à la surveillance, puisqu'on a mis en place des lignes de nuit. Et les lignes de nuit sont toutes accompagnées par, en plus du conducteur, il y a une autre personne dans le bus. Et puis, pareil pour les personnels de l'agence. Donc, au final, on a plus de salariés dans l'entreprise qu'avant parce qu'on a augmenté l'offre, on a augmenté le panel d'offres aussi. Hein. Il n'y a pas que le bus maintenant, il y a d'autres choses. Et donc, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir plus de salariés à qu'avant. Je vais juste répondre sur un point, c'est la question de Châteauroux et de Niort. Châteauroux, en fait, la gratuité s'est faite, on l'a dit tout à l'heure, il y a 17 ans maintenant. Le choix était effectivement économique. Hein. Le maire s'est dit, j'ai un réseau qui me coûte de l'argent, il n'y a personne dedans, autant que le gratuit. Hein, c'est ça qui s'est dit. Donc il a rendu son réseau gratuit, mais après, il a développé le réseau, parce que le succès du réseau gratuit l'a obligé à développer le réseau. Et aujourd'hui, le réseau est 3 fois plus important qu'il pouvait l'être lorsqu'ils ont décidé la gratuité. Mais, alors qu'à Niort, effectivement, c'est pas le même choix. Ils ont restructuré complètement le réseau, mais à la baisse, en baissant l'offre, notamment pour les villages périphériques, pour pouvoir le rendre gratuit.